Dans cette courte vidéo, nous allons vous prouver que le design system n'est pas la nouvelle lubie de designer en herbe, mais bel et bien les fondations d'un travail conjoint entre développeurs et designers. Et pour cela, vous allez vous mettre dans notre peau quelques minutes. Cette conversation inspirée de faits réels nous montre à quel point le dialogue est compliqué entre designers et développeurs en l'absence d'un langage commun. Ne pas avoir les mêmes noms de composants, rangés dans des librairies différentes, avec un vocabulaire et des variables non symétriques, rend le travail très compliqué et fait perdre un temps monstrueux aux équipes. Le design system est là pour aligner cette conversation autour d'un langage commun, du début à la fin du process. Pour illustrer notre propos, rien de tel qu'un Tetris. Les composants bleus sont les composants créés par les designers au travers de Figma. Les composants verts sont les composants créés par les développeurs au travers de Vue.js. Le gabarit de l'attendu étant la partie pointillée. Le problème, c'est qu'à la fin, on a un gabarit qui a été plutôt respecté, mais avec une construction avec des composants différents. Les développeurs et les designers n'ont pas construit ensemble le gabarit final. Le design system chez Maisons du Monde représente 44 composants à date. Ils sont la moelle épinière du design, car ils utilisent à la fois la charte graphique de la marque, que l'on appelle tokens, et en même temps, ils sont appelés à être consommés par les 150 composants front sur nos différentes applications e-commerce, app shop et mobile. Alors, comment en est-on arrivé là et quelles sont les clés du succès de ce système ? Pour recontextualiser, avant, notre design system, il était rangé de façon atomique. C'est-à-dire qu'il était rangé par ordre de grandeur. Les organismes se nourrissant des molécules et les molécules se nourrissant des atomes. Le problème à l'utilisation, c'est que quand un développeur cherchait un composant à utiliser, il allait plus le chercher par fonctionnalité plutôt que par grandeur de composant. Sachant que tout le monde n'était pas forcément d'accord avec la grandeur de tel ou tel composant. Du coup, on s'est dit qu'on allait devoir revoir ça pour avoir quelque chose qui nous corresponde plus en termes de rangement. Nous nous sommes concertés entre designers et développeurs pour définir une arborescence commune qui réponde aux besoins des deux métiers. Et c'est donc une arborescence par fonction que nous avons choisi pour classer notre design system. Ici, vous voyez que tous les composants sont regroupés par catégorie autour d'un même usage. Le nommage des composants correspond à l'usage très intuitif qu'on en fait. À titre d'exemple, un carrousel se trouve à présent dans la navigation et non plus dans les organismes. Ce travail est actuellement présenté en miroir du côté des développeurs sur une plateforme accessible à tous qui s'appelle Histoire. Qu'en est-il à présent des 150 composants front ? Comme on l'a vu précédemment, ils sont intégrés à toutes les applications de Maisons du Monde et sont construits à partir des composants du design system. On les retrouve aussi bien sur le site e-commerce, l'app shop ou l'application mobile Seconde Chance. Alors ici, la difficulté va se corser pour réussir à rétablir un langage commun. Ici, nous avons choisi une construction sémantique en 3 parties. Je m'explique. Le nom d'un composant front doit être constitué par son domaine, plus sa fonction, plus son aspect UI. Pour chacune de ces parties, on a rédigé une liste qui nous aide à définir chaque élément. Ainsi, on a constamment de quoi nommer les nouveaux composants qui apparaissent sur nos plateformes. Il suffit de trouver ce qui correspond le mieux à la sémantique de notre composant, d'accoler ces 3 mots, et le tour est joué pour former le nouveau nom. Nos composants front sont ainsi rangés aussi bien chez les développeurs que chez les designers, dans une bibliothèque à part, qui aura une granularité d'organisation très fine. Si un composant est utilisé à plusieurs endroits sur le site, il sera toujours dans le domaine de sa fonction d'origine, afin d'être transverse.
actuellement présentés sur Storybook mais bientôt sur la plateforme Histoire. Ils sont également consultables par tous chez Maisons du Monde pour permettre de se coordonner et d'avoir une même source de vérité. Une fois l'alignement des langages et de l'imbrication terminé, vous pensez pouvoir rentrer chez vous et mettre les pieds sous la table ? Eh bien, pas du tout. Ce n'est que le sommet de l'iceberg. Et voici ce qui se cache au-dessous. Prenons l'exemple du bouton DS que vous avez vu précédemment dans le sommaire du Design System. Ce composant est travaillé au prisme d'un tableau, à l'aide d'une modélisation complexe, pour pouvoir répondre à absolument tous ces contextes d'utilisation, que ce soit pour le travail des designers que des développeurs. Associé à cela, il va toujours y avoir la fameuse documentation, produite par le Design System Manager. Elle va servir à la fois de communication avec les UX, les UI et les PO, mais surtout, elle va aider à l'intégration du composant par les développeurs. À l'intérieur, nous allons tout d'abord préciser le nom et l'usage, puis on va le montrer rapidement sous forme d'une overview qui va préciser les dimensions, les éléments obligatoires et fournir le lien d'un prototype pour le voir en action. Ensuite, nous avons les propriétés, appelées props lorsque l'on code en vue, qui permettent d'obtenir toutes les versions possibles du composant que vous avez vu dans le tableau plus haut et que nous allons développer juste après. Les états, quant à eux, vont refléter le comportement propre au web quand je passe ma souris sur le composant, quand je clique dessus, et même quand il est sélectionné par une personne handicapée à l'aide de sa touche tabulation. Ensuite, nous avons un détail sur les comportements particuliers du composant. Comment il se comporte quand il y a deux boutons côte à côte, quelle largeur il fait à la fin d'un formulaire par rapport à celle d'un panel. Puis, son usage, tous les endroits où on le retrouve à travers le site, avec un aperçu et un lien vers chaque maquette. Évidemment, ici, il se retrouve sur absolument tout le site, donc ce ne sera pas exhaustif, mais à titre d'exemple. Et enfin, les giglines, c'est-à-dire les choses à faire et ne pas faire avec ce composant. Bon, maintenant revenons en détail sur nos props. Donc je vous ai dit tout à l'heure que les props sont des propriétés qui permettent aux développeurs d'appeler une version précise du fameux bouton. Très souvent, on retrouve par exemple la props size, qui peut être de type small, medium ou large, pour appeler un composant selon ses différentes dimensions. Grâce à elle, on va pouvoir changer de manière dynamique le texte d'un bouton, observer ses différentes variantes, ici standard ou euro, voir les différents levels qu'il possède. Ici, on ne parle pas de color car il s'agit d'un ordre de priorité sur la page plus que d'un changement de couleur. Il peut être de type primary pour un bouton d'action principal, par exemple le fameux « Ajouter au panier », secondary pour un bouton d'action secondaire pour dire « Ajouter aux favoris », et il peut être le total opposé des deux, que l'on appellera « reversed », sur un cas d'utilisation qui peut être sur une image ou un site en dark mode. Et l'intégralité de ces variantes et de ces levels de boutons vont répondre aux mêmes états dynamiques sur le web. Les designers vont reproduire tout cela sur Figma, comme je viens de vous en faire la démonstration, et les développeurs de leur côté dans le code et sur Histoire. Ces propriétés sont essentielles et doivent être décidées entre designers et développeurs en amont afin de permettre l'affichage de toutes les versions d'un bouton. Passons maintenant de l'autre côté du miroir sur Histoire. Vous pouvez constater que l'on a une exacte représentation de ce qu'il se passe sur Figma côté designer. Ici, je vais vous montrer également toutes les versions à plat et je vais pouvoir jouer avec dans une zone que l'on appelle le playground. Et afin d'avoir une seule et même source de vérité consultable par tous, nous avons mis en miroir la documentation Figma en regard de ce qui est fait sur Histoire. Tout ça,
c'est le résultat d'un alignement réussi jusqu'au bout des props, d'un travail de co-construction au quotidien sur tous les composants qui existent chez Maisons du Monde.